Si vous voulez devenir trader rentable, vous allez pouvoir acheter notre formation à 17 999 € et gagner plein d'argent. Je faisais partie des plus riches sur World of Warcraft. J'avais fait en 2 ans 15 000 €, donc hyper content. Ok, à 14 ans, c'est un très beau parcours déjà. Et j'ai même rencontré le créateur du futur euro-dollar. Il faut se dire, la crypto, c'est 1/50e du marché américain. Quand le marché américain perd 2%, il perd l'intégralité du marché crypto. Je suis allé sur des cryptos, pour moi, c'est plus simple. Parce que je suis avec des adversaires qui font n'importe quoi. Merci le retail pour Ben. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour un nouvel épisode de Mythes et Préjugés. Aujourd'hui, nous allons parler de trading avec Benjamin Mauger, qui est un ancien trader de matières premières qui aujourd'hui fait du market making sur le Bitcoin. Donc restez bien avec nous durant toute la vidéo pour comprendre de plus en plus de choses. Si vous voulez devenir trader rentable, vous allez pouvoir acheter notre formation à 17 999 € et gagner plein d'argent. C'est faux, bien évidemment. C'est pas du tout vrai. Vous allez pas gagner 1 € en regardant cette vidéo, mais par contre, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Donc, bienvenue déjà, Benjamin. Merci, ça me fait trop plaisir. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc trop content de partager ce moment avec toi. Trop cool que tu sois venu. Alors déjà, avant de parler de mythes et de préjugés, on va commencer un peu à expliquer les bases du sujet. Tout le monde sait ce que c'est la crypto sur cette chaîne, mais toi, les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, vite fait, ton expérience et ce que tu fais ? Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu du trading. J'ai eu beaucoup de chance et de réussite. C'est que j'ai gagné pas mal de concours de trading. Peut-être je vous mettrai des images en post-prod, ça fait être rigolo. Où je suis tout jeune. J'ai gagné des concours sur BFM, donc j'étais l'un des premiers à passer quand la chaîne est sortie, parce que c'est ça qui m'a amené dans le trading. Parce qu'au début, je savais pas du tout. C'est que quand la TNT est passée, j'ai l'impression d'être un grand boomer quand je dis ça, il y a eu les nouvelles chaînes et par hasard, tu zappes un peu, faut savoir, on n'a pas TikTok, on n'a pas Insta, donc il faut savoir passer le temps. Et je tombe sur la chaîne 24, BFM Business, et c'est ça qui me met dans le trading en fait. Okay. J'étais déjà, on va dire, un peu dedans d'une certaine façon, parce que je faisais partie des plus riches sur World of Warcraft. Et j'avais monté des petits algorithmes de trading, et j'essayais de voir un petit peu quels allaient être les méta pour acheter les objets qui allaient être les plus populaires en fonction des nouveaux boss qui allaient sortir. Je te fais un truc très simple, il y a un boss de feu qui sort, et c'est les épées en eau qui vont le tuer, donc c'est ça qui va monter. C'est pas trop ça vraiment, mais c'est pour te faire un exemple très très simple. Et du coup, j'avais fait énormément de sous à tel point que à ce moment-là sur le jeu, t'avais une limite de gold parce qu'ils n'avaient pas prévu que on allait arriver à ce moment-là, donc j'avais que des 99999. Okay. Et du coup c'était très drôle et je me suis dit peut-être qu'on peut essayer de faire ça dans la vraie vie, et c'est ça qui m'a amené au trading à terme. Okay. Mais là quand je te dis ça, j'ai de 14 à 16 ans. Ok, super marrant. Donc en fait tu rentres dans le trading un peu en même temps que tu fais du gaming quoi. Parce que c'était dans un jeu au départ. Clairement, et parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore vendre ses gold sur eBay. Et ça m'avait fait mon premier pécule, j'avais fait en 2 ans 15 000 €, donc hyper content. Ok, à 14 ans, c'est un très beau parcours déjà, très bon commencement. Et donc après, tu apprends le trading de matières premières, tu apprends le trading qu'on connaît un peu plus généralement ou... En vrai, j'apprends un petit peu à l'arrache comme je peux. Il n'y a pas énormément de contenu. Tu vois, là, on est en 2011, entre 2010 et 2012. Donc, il n'y a pas énormément de contenu. Internet n'est pas ultra fourni. YouTube n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, on se forme un petit peu comme on peut. On essaye de regarder quels sont les experts. Et moi, vraiment, je suis allé chercher les personnes qui étaient là à la création de la bourse, parce que pour le coup, la bourse des dérivés, c'est assez jeune, c'est 1987. Donc, les gens qui ont créé ces produits de bourse sont encore vivants. Et ils sont encore vivants aujourd'hui, en 2024. Donc, je suis allé les rencontrer pour essayer de comprendre comment ça marchait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les produits de bourse sont quand même basés sur des concepts mathématiques qu'il faut comprendre pour maîtriser le sujet. Et si tu comprends pas comment le produit est construit, ça va être plus dur de faire du trading. Donc je suis vraiment allé à la base, et ça j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas été pollué par tout le bullshit qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Déjà d'une parce que ça existait pas trop, et parce que j'ai eu la curiosité d'aller parler avec ces gens-là. Et j'ai même rencontré plus tard le créateur du futur euro-dollar,
qui est encore en vie. Lorsque j'avais terminé premier européen et je crois 7e mondial au concours de la bourse de Chicago. Et du coup, il nous avait invités, tout frais payé, pareil, je te mettrai des petites images hyper sympas, où à passer une journée sur le floor du CME. Donc j'ai ma veste de trader officiel sur le floor. Alors bien sûr, j'ai pas passé d'opération, mais c'était hyper intéressant. Et pareil, ils ont eu la même démarche que j'avais eue 4 ans plus tôt, de nous faire rencontrer les gens qui avaient créé ces produits-là. Okay. Et qu'à cette époque-là, le gars nous explique quand dans les années 70-80, il essaye de dire il faudrait une bourse à terme pour les devises, alors que ça existait déjà pour les matières premières, et tout le monde le prend pour un fou. Alors qu'aujourd'hui, c'est un des produits les plus tradés au monde. Et vraiment, il nous raconte, mais c'était hyper dur, tout le monde était là, mais ça n'a pas d'intérêt que les gens se couvrent sur les monnaies. Hyper intéressant. C'est marrant. Du coup, donc toi, tu parles beaucoup de trading, tu as commencé avec ça. C'est, dans la crypto, en tout cas moi sur ma chaîne, je parle beaucoup d'investissement. Finalement, est-ce que tu vois une grosse différence entre le trading et l'investissement ou pour toi c'est la même chose ? Alors je dirais que le trading a ce côté un petit peu plus actif, là où l'investissement paraît un peu plus passif, si on veut faire. Mais c'est un distinguo qui est très personnel, hein, chacun peut avoir sa définition. Ok, oui, je pense que c'est plus sur un horizon de temps où un investissement, pour moi, je le considère plus long terme que du trading. Pour moi, comme tu disais, c'est quelque chose actif et c'est peut-être plus du court terme, en jours, semaines, peut-être mois, mais c'est un peu plus rapide, on va dire, alors que de l'investissement, c'est plus long. Je dirais que c'est pas forcément une question de durée, même si l'investissement en général est plus long, c'est une question. Est-ce que tu es plus actif ou tu es plus passif ? Parce que tu peux avoir une stratégie long terme sur lequel tu as des arbitrages qui sont réguliers. Donc, c'est ce que je fais notamment pour mes parents. Ok, très intéressant. Et donc, tu as déjà parlé en introduction, tu nous as balancé déjà plein de trucs. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu nous as parlé, par exemple, de dérivés. On a parlé de matières premières, puisque tu étais dans ça avant. On a parlé de euro-dollar. Donc, il y a plusieurs types de trading. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la base de tous ces types-là qui existent ? Alors ça, c'est plutôt des produits. Et après, des types de trading, j'ai envie de dire, il y en a autant qu'il y a de traders. Mais si on veut garder quelque chose de ce que j'ai remarqué dans les salles de marché, c'est que les traders sont plutôt simples dans leur approche parce qu'il faut prendre des décisions rapidement et tu peux pas avoir 500 indicateurs, ou alors ça va être du trading qui va être fait en algorithmique avec des ingénieurs et là l'algorithmique va pouvoir prendre plein d'indicateurs en même temps. Mais la part des traders, faut pas imaginer des graphiques avec des trucs dans tous les sens, des news qui partent partout. Non, c'est assez simple. En revanche, et c'est là où on va voir des choses avec énormément d'indicateurs, ça va plutôt être des sales, c'est-à-dire des gens qui prennent pas des décisions, mais qui vont être là pour te vendre leurs produits. Je sais pas, t'es sales chez BNP, tu dois vendre des actions Tesla, et là tu dois trouver tous les indicateurs et justificatifs qui sont bullish, par exemple, parce que tu dois les vendre à tes clients. Donc, tu vas leur proposer des stratégies. Et là, il te faut un paquet d'indicateurs parce qu'il y en a peut-être plein qui sont bearish, donc ceux-là, poubelle. Ceux qui sont neutres, poubelle. Et tu regardes tous ceux qui sont bullish et tu leur fais une analyse. Regarde, je sais pas, MACD, RSI, c'est full bullish. Il faut que tu achètes ça. Okay. Et ça, c'est vachement utilisé chez les sales. Et c'est eux qui sont mis en avant parce que du coup, c'est ceux qui parlent le plus, tu vois. Les traders, ils parlent pas beaucoup en général. Ils sont plutôt discrets, ils sont plutôt calmes. Ok, intéressant. Et donc, comme catégorie, tu disais plutôt, il y en a des différents. Tu disais, c'est des produits en fait. Toi, ce que tu appelles le trading de dérivés, ça, c'est un produit. Ouais, mais après, même dans les dérivés, tu vas avoir. En gros, tu as ceux qui font des matières premières. Et après, dans les matières premières, tu as la différence physique. Et j'allais te dire papier, mais futur, en gros, les contrats. Okay. Donc ça, c'est par exemple, tu joues sur du pétrole, mais d'un point de vue financier, ou tu vas jouer sur du pétrole physique, là, des vrais barils, ou des quantités en tonnes, quoi. Okay. Après, donc, tu as ceux qui traitent sur les taux. Ça, c'est une classe d'actifs que j'ai jamais fait. Les taux, c'est le taux d'intérêt, le T-bills, T-notes aux États-Unis, quoi. T-bonds. Donc ça, aujourd'hui, c'est le marché qui est le plus gros au monde, où il y a les plus gros volumes, et c'est un des marchés les plus fous, parce qu'à part sur les maturités qui sont très classiques, comme le 10 ans, le 30 ans, le 2 ans et le 3 mois, tu vois, sur toutes les autres, il y a beaucoup moins de volume,
Et donc, du coup, ça peut bouger de zinzin, tu vois. Ok, il y a beaucoup de volatilité, quoi. Ouais, mais vraiment, genre, c'est un truc de fou. T'as des taux sur des pays, entre guillemets, normaux, tu vois, genre France, États-Unis et tout, qui peuvent prendre 100% dans la journée. Ok, et ouais, donc limite, c'est comme de la crypto. Ouais, après, c'est plus contrôlé parce que les mecs, ils envoient pas de levier et tout, et ils vont acheter de la dette, tu vois. Donc, en gros, ils sont juste engagés, ils perdent de l'argent. Si, par exemple, ils ont prêté un taux, je sais pas, à 1% et que demain, c'est à 2%, t'as perdu ce pourcent-là. Oui. Mais du coup, c'est un petit peu différent, mais c'est là où tu as le plus d'activité. Après, tu as les actions et tout ce qui est dérivé actions avec les indices et tout ça. Donc ça, c'est le plus petit marché. Alors pourtant, c'est le plus populaire. Je pensais que c'était le plus grand, moi. Ah non, c'est le plus connu, en fait, pour le public. Faut imaginer, après, ça fait un moment que je suis pas dedans, mais ça doit être à peu près ça les stats. C'est les taux en premier. Okay. Après, c'est les devises avec euro-dollar très très loin devant, tu vois. Okay. Après, ça va être les matières premières et les actions. Et peut-être que ça doit arriver des moments où les actions passent devant les matières premières, mais généralement, c'est ça. Ok. Et tout à la fin, les la crypto. Ouais. Bah ouais. Tout petit. Mais il faut se dire, la crypto, c'est 1/50 du marché américain. Donc en gros, quand le marché américain perd 2%, il perd l'intégralité du marché crypto. Ouais, c'est ouf quand même. Le rapport d'échelle. Oui, c'est tout petit. Et pourtant, dans ça, t'as Bitcoin qui est 10e assiette mondiale. Ok, ouais, ça c'est ouf aussi. Ok, et comment ça fonctionne pour comprendre un peu mieux la différence? Parce que donc toi, je ne crois pas dire de bêtises quand je dis que tu as travaillé pour des sociétés en tant que trader. Tu as aussi peut-être très certainement tradé en tant que particulier. Oui. Moi, je vois plein, on va dire, de monde autour de moi se prendre pour un peu des traders, notamment dans la crypto, mais c'est en fait juste des gars qui ont leur ordi et qui tradent sur des petites plateformes. C'est quoi la différence entre trader pour une société et trader quand on est particulier? Bah déjà, trader pour une société, tu peux pas faire n'importe quoi, parce que sinon tu vas en prison. Ok. Donc, voilà. Tu as des comptables qui regardent ce que tu fais, tu vois. Tu as un boss qui te hurle dessus si tu déconnes. Enfin, tu as énormément de garde-fous qui t'empêchent de faire quand même des conneries. Et à côté de ça, tu as une équipe d'analyse qui va te donner plein de data plus ou moins pertinentes pour prendre des décisions. Okay. Et ça, c'est tout le lien entre l'analyse et le trading. C'est que souvent, l'analyse, ils vont être un peu trop terre-à-terre. Ils vont pas sentir le marché, tu vois. Okay. Là où le trading, il faut un peu plus sentir le marché, capter les métas. Parce qu'on peut te faire une analyse qui va être extrêmement juste sur le papier, mais elle va être, on va dire, un peu trop factuelle. Et les marchés ne sont pas forcément rationnels, tu vois. Donc, l'analyse, elle va être très rationnelle et va te dire, je sais pas, ça va prendre 2%. Mais juste parce que tout le monde parle de ce produit, elle va peut-être prendre 10%, tu vois. Okay. Et ça, c'est vraiment quand tu es au contact du marché, ça c'est ce que les particuliers n'ont pas, c'est que quand tu es au contact du marché, tu as tes courtiers, c'est les mecs les plus bavards, tu vois, c'est pire que les avocats je pense. Ils te racontent tout ce qui se passe sur le marché et ça te donne un feeling, tu vois. Tu captes un petit peu ce qui se passe, tu vois. Un peu comme nous on a sur le crypto Twitter. Ok, intéressant. Parce que ça marche un peu plus petit. Et donc, tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout le trading, la différence, parce qu'en fait, tu as plein de postes qui s'articulent. Comme tu disais, tu as les traders, les courtiers, les analystes. Et en fait, chacun a une mission bien définie, c'est ça? Oui. En gros, en haut, tu as le head of trading, c'est lui qui va chapeauter le service, tu vois. Et c'est souvent celui qui a le plus gros portefeuille. Okay. Derrière, il a des traders, mais pas forcément, tu vois. Donc moi, pour le coup, j'ai jamais été head of trading à part là sur ce que je fais en crypto, mais je l'ai jamais été dans une autre boîte. Le head of trading, lui, il gérait toute la partie des bateaux, parce que moi, je tradais sur de l'espace de stockage de bateaux. Okay. Qui est un des marchés les plus volatiles au monde. Donc si on exclut les taux, parce que je te dis ça c'est une dinguerie, dans les marchés plus volatiles au monde, t'as le capesize, donc c'est les plus gros bateaux du monde. Faut imaginer 2-3 terrains de football de longueur et un immeuble de 4 étages de hauteur. Énorme. Voilà. Donc c'est vraiment vraiment grand. Alors si vous regardez une photo, regardez plutôt quand il est sorti, parce que quand c'est en mer tu vois pas, parce que tout est dans l'eau. Ouais. C'est l'inverse des conteneurs en fait, où tout est en haut, nous tout est en bas. Okay. Mais quand c'est sorti, quand c'est vide, c'est gigantesque. Je suis rentré dans plusieurs trucs pour vous dire, on peut rentrer physiquement dans un moteur. Ah ouais. Donc et je l'ai fait. C'était intéressant. Donc lui, il gérait toute la partie bateau et moi je faisais partie du coup d'un de ces traders où moi j'étais un peu le pompiste de la boîte. Je gérais tous les approvisionnements en pétrole de tous ces bateaux. Okay. Et comme ça représentait 150 millions de dollars,
bah du coup c'est du trading, tu vois, parce que si tu fais 10% de mieux, bah tu les fais économiser 15 millions de dollars, c'est beaucoup, tu vois, sur un PNL. Donc voilà, moi c'est ce sur quoi je travaillais. C'est sur quoi tu travaillais. Ok, et là maintenant, tu traites toujours? Ça je peux pas parce que ça demande des millions pour travailler sur ce marché, mais je fais de la crypto. Ok. Et du coup, si on veut continuer, après tu as l'analyse. Donc c'est ceux qui vont te fournir les datas. Et là, il faut être hyper rapide. Donc moi, j'ai commencé à l'analyse là-bas. Et après, j'avais un poste un peu hybride parce que le pétrole, ça se traite beaucoup vers midi à l'heure de Singapour. Et après midi, c'est plus difficile de faire des deals, en tout cas sur du physique. Mais je te raconterai après, j'ai plein d'anecdotes sur le pétrole physique, c'est trop marrant. Donc tu as l'analyse qui envoie les datas. Et là, très souvent, il faut être extrêmement rapide. Et donc du coup, c'est des phases d'intensité où tu vas avoir de la recherche et là c'est plutôt tranquille, et des phases où genre ton trader il va te demander quelque chose et il faut être très rapide pour donner la réponse, tu vois. Okay. Sinon tu te fais exploser, mais littéralement. Okay. Genre ouais, je pense que j'ai déjà pleuré. Je me doute avec la pression et tout. Ah ouais. Ça va pas être évident. Et puis des fois genre tu sais, eux, ils sont dans leur monde et parfois, ils ont plus de data que toi, tu vois. Parce que toi, t'es un peu hors du marché, t'as pas le contact des courtiers et tout. Et en gros, il va te poser une question, tu lui reposes une question pour avoir un truc complémentaire. Et là, il va t'exploser, il va te faire comprendre. Ah ouais, bah c'est pour ça que t'es pas au trading, quoi, tu vois. Et quand tu t'en es pris toute la journée, parfois, c'est dur. Sachant qu'en plus, nous, on était dans une boîte, je peux le dire maintenant pour eux, parce qu'il y a prescription, mais ils m'ont fait bosser les jours fériés et tout, tu vois. Et c'est déjà arrivé. Alors, moi, je l'ai pas fait. C'était une boîte française ? Ouais. Ok. Moi, je l'ai pas fait. Mais le chef de l'analyse, il a déjà fait 3 jours de suite au bureau. Okay, c'est un grand malade. Mais après, on avait des douches et tout. Hein. Okay. Parce qu'on avait la salle de sport et tout. Moi, j'ai déjà fait quasiment 24 heures, mais pas plus. Okay. Tu as des journées en fait de rush où, par exemple, tu vas avoir un accident dans une région. Et là, en fait, ça te remet en cause tout ton système. Toute ta stratégie, en fait. Toute ta stratégie. Par exemple, si tu veux que je te donne un exemple, il y avait eu... je sais plus exactement la date, je crois que c'est 2018 ou 2019, un barrage de minerais de fer qui avait été cassé en fait, et du coup ça avait inondé toute la vallée, et faut savoir que le minerai de fer mouillé, c'est très chiant à travailler, tu vois, c'est mieux quand c'est sec. Okay. Même si après il le mouille parce que le fer, faut pas croire, c'est pas genre t'es dans Dofus ou dans Minecraft, tu le mines et t'as tes petites pierres. En fait, tu récupères une sorte de mélasse, tu vois, et dedans t'as de la poudre de fer, et du coup avec des solvants et de l'eau, tu récupères le fer. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, le fer sous forme de cailloux, tu vois, c'est sous forme de sorte de poudre, en fait, ce qu'on appelle du minerai de fer. Et t'as différentes qualités. Tu vois, en Chine, c'est du minerai de fer à 20%, au Brésil, c'est du 62%. En Australie, c'est du 58. Et donc, tout le reste, ça ne te sert pas. Et donc, un barrage s'effondre. Donc, du coup, ça inonde toute la vallée. Il y a plein de morts et tout ça. Et ça inonde l'une des plus grosses mines du monde. Et donc, du coup, je ne sais plus les impacts, mais c'est genre 40 à 80 millions de tonnes qui ne vont plus être sur le marché du minerai de fer. Et comme le Capesize transporte essentiellement 3 matières premières qui sont du minerai de fer, du charbon, ou de la bauxite. La bauxite, c'est le minerai d'aluminium. Okay. Et très rarement du blé, parce qu'en fait, comme le blé vaut trop cher, tu es obligé de le transporter dans des plus petits bateaux. Parce que si un capesize de blé a un accident, la compagnie d'assurance est morte. Parce que ça coûte trop cher à assurer. Cher. Okay. 180 000 tonnes de blé, il n'y a personne qui peut assurer ça au monde. Okay. Alors que 180 000 tonnes de minerai, oui. Ok, intéressant. Et il faut savoir, du coup, le capesize, c'est du 180 000 tonnes, peut-être 160 sur des baby cap, 120 sur les tout petits, et c'est jusqu'aux 400 000 tonnes. C'est le plus gros bateau du monde. Et donc, ce barrage s'effondre. Et il faut savoir que du coup, 40 à 80 millions de tonnes, c'est ce qu'on appelle ton additionnel. C'est ce qui fait que ça va te faire une bonne année. Si tu as une année à 20 millions de tonnes, elle est flinguée. En gros, tu sais que le marché du Cape, il est mort. Donc, tu vas faire que shorter. Si tu es à 40 millions, ça va être moyen. Tu vas plutôt travailler en range. Et si tu as 80 millions de tonnes, là, ton marché il va exploser. Ok. Et donc, du coup, il faut que tu prennes des bateaux, en fait. Parce qu'il faut savoir, des Capes, tu en as à peu près 1600 dans le monde. Et ce qui va jouer, ça va être la vitesse, en gros. Et du coup, ça va compter en nombre de bateaux jour qui sont sur le marché. Parce qu'il n'y a pas de vitesse maximum en haute mer. En gros, un Cape, ça va au plus bas 11 nœuds. Et au plus haut, peut-être 16 nœuds 50, 18, mais pas beaucoup plus. Et donc, quand tu as un marché qui monte, tout le monde va accélérer pour récupérer les nouveaux taux. Imaginons, je sais pas, tu es à 20 000 $ jour, c'est pas trop mal. 3 semaines plus tard, tu as 25 000, tu accélères pour récupérer un contrat à 25 000 parce que tu préfères être à 25 000 $ jour qu'à 20 000, tu vois.
Ok. Mais quand tu accélères, si toute la flotte accélère, du coup, ça fait théoriquement plus de bateaux jour sur le marché, puisqu'ils réarrivent plus tôt sur une nouvelle cargaison. Et donc ça remet en cause 100% de ton modèle. Et là, tu es sûr, tu es bien parti pour un petit 24 heures. Ok. Parce qu'il faut recalculer toutes les mines, une par une, qu'est-ce qu'elles vont balancer, tu vois. Ok. Et l'impact que ça va avoir. Parce que du coup, s'il y a ça, du coup, 80 millions de tonnes en moins, tu peux être sûr que le prix du minerai de fer va augmenter. Et là, ça va être la même chose. Tu vois parfois sur des TikTok ou des Insta des mecs qui bossent en Australie dans des conditions de fou là et qui ont des super salaires. T'inquiète pas. En gros, c'est un truc, tu vois, que l'analyse, on n'était pas très fort là-dessus et c'était le trading qui nous a recalé et après on était beaucoup plus fort. Si tu regardes en gros les ramp-up, par exemple, je sais pas, une mine de fer, elle peut difficilement faire plus de 5 millions de tonnes de plus que l'année précédente. Okay. Mais imaginons que, c'est déjà arrivé, hein, dans l'année, tu fais x3 sur le prix du minerai de fer, t'inquiète, ils te le trouvent le minerai de fer. Okay. Ils mettent des primes à tout le monde se déterre, et là, du coup, tu te retrouves avec des productions de fous qui sont pas prévues, et c'est là où les mecs du trading, ils captent, tu vois le truc, ils disent, t'inquiète, c'est ce qu'on appelait, t'inquiète, le minerai de fer, il va pisser tellement ça vaut cher, tu vois. Okay. Et tout ça, c'est énormément de drivers que tu vois. C'est ouf parce que tout ça, je sais pas, tu l'apprends pas dans des livres en fait. Non. C'est impossible. Non, clairement. Ok, super intéressant. En vrai, belle histoire. Et du coup, les 24 heures, une fois qu'on a la team analyse, après, tu as la team de développeurs qui développent des trucs pour l'analyse. Et là où on est allé le plus loin et on était dans les premiers à faire ça, c'est qu'on a envoyé des satellites pour traquer en temps réel la data. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché seaborne, en fait, le marché maritime. Le reste, je m'en fous. Par exemple, la Chine qui produit du minerai de fer pour elle-même, je m'en tape. Okay. Par contre, dès que c'est exporté, ça m'intéresse. Donc, du coup, avec un satellite, tu peux traquer tous les bateaux du monde. Et tu peux traquer aussi les productions. Parce que minerai de fer, on parle tellement en millions de tonnes que tu peux voir, en fait, les stockpiles au port. Parce que pareil, les stockpiles aux mines, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, tu peux pas le voir, c'est avec des trains, c'est beaucoup plus dur. Mais tu peux voir les stockpiles au port. Et donc, ça fait des triangles. Et donc, tu peux, avec un satellite, analyser la tangente du triangle et déterminer combien de millions de tonnes il y a dedans. Et nous, on avait développé un algo là-dessus qui était hyper fort. Pareil, je te mettrai un petit gif, je l'ai encore dans mon ordinateur, qui permettait d'être ultra fort là-dessus. Et donc, de savoir, tiens, la production, elle est mieux au Brésil, elle est mieux au Canada ou elle est mieux en Australie. Et du coup, de placer tes bateaux dans ces bassins. Parce que là, quand tu pars d'un côté ou de l'autre, tu vois, ça met 90 jours. Donc, c'est pas genre tu peux te téléporter, tu vois, genre il faut prendre des décisions quand tu repars de Chine, où est-ce que tu vas, et du coup ça c'est hyper important, et via les satellites on avait été hyper fort et maintenant tout le monde fait ça, tu vois. Ok, maintenant c'est devenu une norme de développer, on va dire, des produits spécifiques ou des outils spécifiques pour en savoir le plus possible sur le marché quoi qu'il arrive. Ouais, et sur ça, pour le coup, et ça je peux le prouver très clairement, j'ai encore tous mes tableaux Excel, j'ai tout gardé dans mes disques durs. Tu vois, on défonçait Bloomberg et Reuters là-dessus, mais de très très loin. Là où tu vois, on pourrait dire, Bloomberg, genre le Graal ou machin, ils sont complètement aux fraises. Ils sont hyper forts sur les produits de taux, les produits d'actions, tout ça. Sur les matières premières, ils sont vraiment mauvais. Ok, parce que les matières premières, et d'ailleurs on va commencer à rentrer un peu dans les mythes. Bon, j'y vais, on rentre dans les mythes et je vais te poser ma question parce que je pense que ça va nous aider aussi à mieux comprendre le trading en général, bien que tu l'aies assez débunké là, et aussi le trading crypto. Donc, le premier mythe, c'est que le trading crypto est purement basé sur la chance et les traders crypto ne regardent que les graphiques. Beaucoup pensent que c'est juste en fait de la spéculation, que c'est sans fondement. En fait, pour eux, le trading crypto, il repose sur aucune analyse solide et on se demande au final si c'est vrai. Est-ce que le stéréotype du trader qui est obsédé par juste le graphique est réel? Et pour répondre à ce mythe-là, je vais te poser plusieurs questions. Et la première, et c'est pour ça que je débarque avec mon mythe comme ça, alors on n'était pas du tout en train de parler de ça, mais c'est est-ce que, tu vois, donc là, toi, tu nous parlais de tes expériences qui étaient au final vachement tangibles, puisque c'est des bateaux, ils sont là, ils sont réels, etc. La crypto, c'est un peu différent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui le pensent et que pour eux, c'est juste volatile, un truc sur Internet. Est-ce que dans la forme du produit, du coup, le trading est différent?
Alors, moi, je trouve pas parce que. Alors, en tout cas, sur les modèles proof of work. Ok. Parce qu'on parle de minage et je trouve que c'est très, très parlant. Bah, tu as une production de crypto Mhm. et derrière, tu as une demande. Et moi, je travaille justement sur des modèles de supply-demand Ok. où j'essaye d'analyser quelle va être la demande sur telle ou telle crypto en fonction de son inflation. Ça marche très bien sur les produits proof of work. Sur les produits proof of stake, ça marche beaucoup moins bien. Après, donc sur le côté, il y a que les graphiques et tout. Faut vraiment penser. Donc il y a des traders qui font du court terme en banque et tout ça. Là, ça va être essentiellement du graphique. Mhm. Mais tu vas avoir quand même des données fondamentales qui vont t'aider dans ta prise de décision. En fait, tu vas avoir ta petite feuille de papier avec aujourd'hui, tu vois, tes moins, tes plus, les news un petit peu qui vont tomber. Et tu vas te dire, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas acheter. Aujourd'hui, je vais faire que vendre. Ou aujourd'hui, je suis un peu neutre. Et ça va déterminer, avec l'analyse fondamentale, un petit peu comment tu vas travailler ton produit, tu vois. Mais après, tu fais un petit peu comme tu veux, mais ça te donne une guideline. Je parle pour le très court terme. Sinon, après, ça va dépendre vraiment des méta. Tu vois, quand j'ai commencé en 2012 jusqu'en 2016, les marchés sont tellement bas que là, tu peux revenir sur des fondamentaux parce que c'est à peu près juste la valo des boîtes comptables et leurs résultats sont à peu près cohérents. Donc là, le fondamental marche extrêmement bien. Ok. À partir de 2016, on commence, mais tu vois, on n'a pas vraiment baissé, mais être plus dans quelque chose de la bulle, mais tout petit, où là, on rentre un peu plus dans la spéculation. Et c'est là où l'analyse technique marche beaucoup mieux, parce que les fondamentaux ne justifient pas de tels valos. Et pourtant, ça continue de monter. Pour, par exemple, d'autres trucs, genre la monnaie qui se dévalue parce qu'on fait que imprimer des billets, tu vois. Donc là, ta valo sur le papier, c'est pas ça, mais tu es obligé d'utiliser d'autres indicateurs, du coup, plus techniques, parce que sinon, si tu appliques du fondamental, tu te fais défoncer, en fait. Oui, c'est un peu dans une autre sorte de catégorie. C'est comme les meme coins. En fait, si on s'appuyait que sur la valeur, on va dire, fondamentale, ils iraient tous à zéro, plus ou moins. Ouais. Donc là, tu es obligé de t'appuyer sur d'autres indicateurs qui sont plus voilà, ce que tu peux lire sur la charte que juste sur du fondamental. En fondamental, tu as aussi un petit peu la hype du coup par rapport au meme coin. Essayer de capter un peu comment ça se passe sur les réseaux. Mais voilà, ça explique un petit peu. Et puis surtout, il faut penser que tu as ce genre de méta parce que si tu regardes le calendrier économique ces dernières semaines, tout est dans le rouge et pourtant les marchés sont au plus haut. À part pour les États-Unis où là c'est plutôt pas mal. Mais la France, l'Allemagne et tout ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de vendre. Mais si tu vends, tu te fais exploser. Donc tu fais du technique. Ok, intéressant. Et du coup, est-ce que il te faut, parce que du coup, tu mélanges un peu d'analyse technique, un peu d'analyse fondamentale. Ça te donne une stratégie, on va dire, complète de trading, ou après, il faut rajouter d'autres choses? Non, c'est déjà pas mal. Après, il faut que tu ressentes un petit peu ton marché sur le jour même. Et je veux dire, c'est ce qu'ont pas les particuliers, c'est de parler avec les courtiers, en fait. Parce que le courtier, son rôle, c'est quel est son Alors, rôle? son rôle, c'est simplement de proposer à ses clients des liquidités. Parce que quand tu es énorme, du coup, c'est difficile de trader sur les marchés parce que tu es trop gros. Mais du coup, ils vont te dire, tiens, machin, il a acheté tant ce matin, tu vois. Et quand tout le monde se chauffe le matin, en général, tu peux être sûr, l'après-midi, ça part. Ok. Et tu vois, ça, c'est le genre de trucs que les particuliers n'ont pas et qui sont hyper importants. Et qu'il faut connecter, en tout cas, l'analyse et le trading, parce qu'il y a plein de desks qui font pas ça, où le trader n'est pas connecté avec son analyse et lui donne pas les sentiments de marché. Et tu vois, nous, c'était un des trucs où on était très fort, c'est que passé 17 heures, on se tirait du bureau et on allait boire des coups avec les courtiers et tout pour avoir les infos pour le lendemain. Ok, c'est marrant. Mais du coup, est-ce que quand on est un particulier, on peut quand même réussir? Parce qu'en fait, avec tout ce que tu dis, ça me paraît compliqué de dire, en fait, tu es dans un marché où tout le monde parle avec des courtiers, des analystes, etc. Ouais. Et donc, tu as une seule personne qui est toute seule dans son coin, qui, elle, pourrait réussir. Enfin, limite, c'est un facteur de chance au final? Non, je dirais qu'il faut aller plus sur des plus petits marchés. Tu vois, sur les actions ou les indices sur actions, comme tu mélanges plein de trucs en même temps, c'est plus difficile et il y a quand même vachement moins de volume. Du coup, t'as moins de courtiers déjà, parce que t'as moins d'acteurs, et les top courtiers sont sur les taux, tu vois. Bon, après, t'as un as sur action, j'en connais un, une machine de guerre, tu vois, mais en général, ça va plus se passer sur les taux ou sur les matières premières, parce que là, t'es sur du physique.
Ok. Donc c'est un peu différent. Mais moi, j'irais plutôt sur des plus petits marchés. Sur le marché action, tu peux t'en sortir en faisant ton truc proprement. Ok, sur le marché crypto, largement du coup. Oui, parce que le marché crypto est quand même, je trouve, pour avoir tradé beaucoup de marchés différents, plus simple. Et tu trouves qu'il n'y a pas sur le marché crypto quelque chose un peu d'insider dans le sens où, tu vois, moi je bosse dans la crypto. Au final, depuis que je bosse, j'arrive à avoir plein d'infos qu'il n'y a pas forcément publiquement. Ça pourrait fausser des choses à une certaine limite, peut-être pas sur Bitcoin, Ethereum, mais sur d'autres coins qui sont beaucoup plus faibles en termes de market cap. Ouais, après, moi, je suis moins spécialisé là-dessus. Je suis pas un chercheur de pépites. Je suis plutôt un chercheur de méta. J'essaye de capter, en fait, quels sont les trends qui vont être intéressantes, tu vois. Et si j'ai envie un peu de me mouiller, là, je vois un truc, c'est tellement débile que j'adore ça, tu vois. Et la crypto, franchement, quand c'est un peu débile, souvent, ça marche. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a pas mal de nouveaux stablecoins qui sont en train de se lancer. Des USD, USD0 et tout ça. Et ces stablecoins sont souvent associés à une blockchain propriétaires et décentralisés, hein, c'est pas ça le problème. Ils sont en train de faire des airdrops, mais tu sais, juste de points. C'est des trucs où tu stacks en Web 2, quoi. Tu sais pas ce que tu as à la Tu fin. sais pas ce que tu vas avoir, mais ces nouveaux stablecoins sont en train de donner des points. Tu vois, tu as des pills, tu as des élixirs, des conneries comme ça, tu vois. Et je trouve ça tellement débile parce que ça sert tellement à rien d'avoir un token de stablecoin que je pense que ça a marché et je vois bien la DeFi aller sur ce type de rendement. Moi, notamment, je le fais pas mal sur Morpho en ce moment. Parce que sur Morpho, tu mets tes USDC qui vont être backés par à chaque fois des produits assez costauds. C'est du ST Ether ou du Ether, du DAI, ce genre de truc. T'as pas de trucs trop bizarres. En plus, le smart contract, il est largement audité et c'est l'un des plus stables en fait. Là où je reproche à AV, c'est que le smart contract, il bouge beaucoup. Alors celui de Morpho, il est assez stable. Donc moi qui fais de l'automatique, c'est beaucoup plus simple de rester sur Morpho. Donc j'ai mon rendement en USDC. Allez, on va dire les mauvais jours, j'ai du 3-5%. Les bons jours, ça peut monter à 25, tu vois. Et ma moyenne, ça va être 8, à peu près. Donc j'ai mon rendement en USDC, donc je suis content. Et moi, par exemple, sur les pools sur lesquels j'ai placé, si le produit dépec très rapidement de plus de 14%, donc c'est ST Ether et SDAI, là je suis niqué, tu vois, donc ça c'est pas cool, mais c'est peu probable que ça descende de 14%, en quelques secondes, parce que sinon ça liquide le truc et je récupère mon argent, donc je suis plutôt safe. Ensuite je gagne des Morpho tokens parce que je suis sur la plateforme de Morpho, pareil, donc ça c'est des tokens Web 2 qui un jour vont pouvoir être, quoi qu'on peut les claimer, mais pareil, airdrop tu connais, et je pense que ça va valoir $1 à la sortie, le token. Le Morpho token. Ouais, si tu compares par rapport à AV, les TVL qu'ils ont, ça devrait valoir à peu près $1. À la sortie. Pour la gouvernance, du coup, ce token-là je te jure, j'en sais rien du tout. Je le farm en fait. Pour moi, c'est safe. Je sais que je peux pas me faire avoir mon argent. Après, ce que ça va faire, je te dis, jour 1, je les vends. Je veux même pas savoir. On parle dans tous les sens, c'est catastrophique. Et après, tu farmes du coup ces nouveaux points liés à ces nouveaux stablecoins. Parce que du coup, le mien, en gros, je t'ai dit, je suis en USDC, qui est backé par du DUSD, qui est backé lui-même par du ST Ether, qui est backé par de l'Ether, et du SDAI, qui est backé par du DAI. En vrai, c'est compliqué pour rien, parce que derrière, tu sais, c'est du prêt lombard, où tu as du prêt sur du prêt sur du prêt. Mais le produit originel, du coup, c'est DAI et Ether, donc ça va. Et sur ça, tu gagnes des points. Je trouve ça débile, et du coup, j'aime bien. Faut pas trop réfléchir en crypto. En crypto, ouais. C'est ouf. Bon, revenons à notre sujet de base qui était le trading, parce que ça, c'est pas du trading, c'est juste du farm. C'est du trading dans le sens où dans l'algorithme que j'ai aujourd'hui, on est sous-investi. Donc du coup, je suis obligé de mettre en DeFi. Parce que le Bitcoin est un peu trop haut. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire concrètement ? En gros, j'ai déterminé un spread sur Bitcoin qui marche assez bien. Dessus, je fais du market making. En gros, je propose de la liquidité et moi, je valide mon spread, c'est-à-dire que j'encaisse à chaque fois que cet écart il est réalisé. Donc quand Bitcoin fait des ranges, je suis hyper content. Je travaille que à l'achat parce que je veux pas jouer contre Bitcoin. Je l'ai déjà fait, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je me suis fait exploser. Donc voilà, terminé. Après, j'ai mis un stop loss, donc très bien. En gros, j'ai vendu à, je sais pas, mon prix moyen, ça devait être 35 000. J'ai coupé à 50, j'ai acheté à 50. Aujourd'hui, je suis content, tu vois. Derrière,
là, je vois qu'il n'y a plus trop de hype pour aller beaucoup, beaucoup plus haut sur Bitcoin. Donc, j'ai un algo qui travaille les ranges. Et en plus, quand tu es market maker sur crypto, tu peux avoir les frais qui sont négatifs. Ça, vous pouvez regarder, c'est public sur n'importe quel exchange. Vous tapez market making et tu es payé 0,005% de chaque fois que tu trades. Ok. Parce que tu apportes de la liquidité. Ok. Tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout le market making, qu'est-ce que c'est? Alors, le market making, c'est de proposer des prix pour améliorer la liquidité sur un produit. Parce que plus un produit est liquide, plus les gens ont confiance dedans. Voilà. Ça, c'est dans la vraie vie. Dans la crypto, comme c'est un marché qui est pas beaucoup liquide, à partir du moment où tu fais du volume, tu peux être market maker. Parce que moi, en théorie, je suis pas un vrai market maker parce que je vends jamais. Sinon, il faudrait que je propose des prix à l'achat et à la vente. Et quand je les propose à la vente, c'est uniquement des achats que je revends. Ok. Donc, c'est du market making un peu à l'arrache de crypto. Ok. Mais à partir du moment où je rentre dans les cases et qu'ils me payent pour ça, je suis content, tu vois. Ok, c'est marrant. Et du coup, tu bosses avec des boîtes pour faire ça ou c'est tout seul dans ton On coin? est deux. Vous êtes deux. Ok. Voilà. Vous êtes associés pour faire ça. Oui, on a fait notre dernière année d'école de commerce ensemble. Et tu fais ça sur un exchange en particulier? Ouais, tu veux que je le dise ou pas? Enfin, il est pas. Je sais pas si je dois le dire. Enfin, Non, ça, mais ça- c'est pas un régulé Union européenne. Voilà. Ok. Bon. Pourquoi? Bah, Pourquoi pas sur un régulé? parce qu'il ne propose pas les conditions de market making que je veux, tout simplement. En fait, moi, je m'en fous régulé par régulé. C'est juste celui-là me propose aujourd'hui les meilleures conditions. Ok, intéressant. Donc sur le mythe le trading est purement basé sur la chance et sur juste les graphiques, on peut dire que c'est complètement faux. Alors, Un là, petit peu, en fait, on peut dire que c'est un petit peu de la chance, on va dire. Et Alors- d'ailleurs, je me suis un peu battue dans mes commentaires Twitter parce que j'ai dit que les gens avaient plus de chances de gagner au loto plutôt que de gagner de l'argent en tradant des mêmes coins. Et ça a un peu fait débat parce que c'est pas exact. Alors je pense que c'est une très mauvaise comparaison avec le recul. J'aurais peut-être pas dû la faire, mais pour moi en fait il y a aussi une part de chance. Tu vois, c'est pour ça que je les compare en fait. C'est parce qu'il y a une part de chance dans le fait de trader, du moins en tant que particulier, sur un marché aussi volatile que la crypto. mais même en tant que pro, en fait, je pense que c'est le mot chance qui est peut-être mal utilisé. Il faut voir que c'est comme de la variance, en fait. En gros, c'est comme au poker. Un très bon joueur de poker, de temps en temps, il a des mauvaises mains, de temps en temps, il a des bonnes mains, mais la moyenne fait que s'il joue bien les bonnes mains, il va être gagnant sur le long terme. Et c'est pareil en trading, en fait. T'établis des scénarios, tu les backtestes, mais ça, en vrai, ça a peu de valeur. Le backtest, je vous dis, tout le monde s'en tape. Teste en réel, mets un peu d'argent, pas beaucoup, et tu vois ce que ça donne 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Si tu as passé les 2 ans sur du réel, ça commence à être pas mal. Maintenant, après, monte en volume. Parce que tu as des stratégies, quand tu deviens trop gros, elles passent plus parce que tu as trop d'impact. Encore plus sur la crypto parce qu'on n'est pas beaucoup. Et après, tu as ta variance. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas, en général, une stratégie qui marche bien, elle marche 60% du temps. Faut pas penser des stratégies qui marchent 90% du temps, ça n'existe pas, tu vois. C'est souvent entre 55 et 65% du temps. Et après, tu as des stratégies qui marchent, je sais pas, 5% du temps, mais quand elles marchent, ça explose, tu vois. Notamment ce que tu pourrais faire sur les mêmes coins. Mais savoir si tu vas avoir à l'avance ce mois-ci 65 ou 55% de trades gagnants, t'en sais rien. Et ça, c'est de la variance. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu as un peu de bonne variance de chance, et tout ce que tu as gagné en plus, là, tu vois, par exemple, en ce moment, élection américaine, j'ai de la bonne vol, donc mon spread, il est tapé tout le temps. Là, je gagne un max. Ça me tank des futures pertes. Donc, je suis content, hein, bien sûr, de gagner plus. Mais je me dis juste, ça ira mieux pour les jours où je vais perdre plus. Okay. Simplement par chance, parce que tu peux pas tout déterminer. Tu peux pas toujours gagner, voilà. En fait. Mais je te dis, voilà, comme au poker, parfois t'as une série où t'as que des mains pourries. Voilà, ce tournoi-là sera pas le tien. En parlant de ça, il y a le mythe numéro 2 qui est le trading crypto est trop risqué pour être rentable, puisqu'il y a tout le monde qui dit que, étant donné que c'est un plus petit marché, que c'est un marché très volatile, en fait, toutes les personnes qui vont se lancer dans le trading, notamment crypto, seront perdants. Est-ce que réellement, c'est impossible de gérer le risque correctement sur le trading crypto? Parce qu'en fait, moi, je connais 2 types de personnes. Soit je connais des gens qui, comme toi, ont un passé de trader ou ont appris il y a pas mal de temps sur d'autres marchés et aujourd'hui arrivent très bien et sont performants, on va dire,
dans le global, hein, sur plusieurs mois. Et je connais d'autres personnes qui se sont un peu improvisées traders, pour qui ça n'a pas du tout marché, et qui ont plus ou moins tout perdu. En tout cas, dès que je dis à une personne, telle personne apprend à trader, sur le marché crypto, tout le monde me dit, c'est une connerie, il va perdre tout son argent. T'en penses quoi ? Est-ce que c'est réel ? Genre, tu peux pas maîtriser le risque en tant que particulier, tu peux pas te former, tu peux pas apprendre pour pouvoir être rentable ? En fait, c'est juste que c'est hyper dur de maîtriser le risque parce que ça demande une formation particulière que tu apprends dans tes stages quand tu es en école de commerce, si tu as les bons stages, ou après ton alternance ou dans tes premiers tafs, tu vois. Et tu te fais tellement engueuler, et de toute façon, en plus, tu risques la prison. Donc, tu fais pas le con. Enfin, on l'a vu avec Kerviel et tout, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est encore plus surveillé. Donc, en fait, les prises de risque débiles qui font les particuliers, tu peux pas les faire en pro. C'est impossible. Ou alors, c'est ton fonds à toi. Mais pareil, tu peux te faire attaquer par tes clients, tu vois. Et c'est de la tôle, tu vois. C'est pas genre juste une amende. Donc, c'est grave. Elle est là, la limite. Et les gens ne comprennent pas assez les incidences. Bah ouais, si tu trades avec effet de levier, tu vas te faire exploser. Parce que personne trade avec effet de levier. Ou alors, quand on va utiliser de l'effet de levier en pro, c'est parce qu'on a un problème de liquidité. Imaginons, tu as besoin de 100 millions de dollars pour faire un trade, mais tu peux pas parce qu'ils sont bloqués sur d'autres trucs, tu vois. Bah là, tu vas mettre de l'effet de levier et tu sais que de toute façon, ton stop loss, il va être le même que si tu avais ces vrais 100 millions de dollars. Donc, tu vas te mettre un stop où là, peut-être, tu aurais travaillé différemment si tu avais vraiment les fonds. Donc, normalement, si tu mets ton stop loss, que tu as backtesté ton truc, même si ça a peu de valeur, tu l'as testé 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, quand je suis arrivé sur le marché des cryptos, j'ai pas mis beaucoup d'argent. Hein. J'ai dû commencer, je sais plus, avec 2000, 3000, 4000 euros, tu vois. Okay. Et j'ai monté petit à petit en faisant ces steps-là, tu vois. Ok, donc tu testais en fait, voir si tes stratégies, elles marchaient. Ouais, avec pas beaucoup. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. En plus, c'est un marché justement où la fraction, elle est toute petite. Donc, commence avec des trucs simples. Hein. Et tu vois, si tu regardes avec mon algo, donc je l'ai lancé en mars, on est en novembre, bah, j'ai fait 16%. Ça fait pas beaucoup rêver, hein, mais moi, je suis très content. Ok. Bah, c'est déjà bien, 16%. Bah ouais, moi, je suis hyper content surtout en 7 mois. Sur un algo, s'il run un peu tout seul. Ah, tout seul. Là, il travaille pendant qu'on parle. Ok, c'est incroyable. On arrive au mythe numéro 3. Oui. Le trading automatique ne fonctionne pas sur la crypto. La preuve que non, vu que tu viens de me dire que ton moi, algo je peux vous le marche. prouver sur 7 mois. Je n'ai pas plus, mais donc ça voilà. fait 7 mois que ça fonctionne et que au final, tu arrives à sortir en positif. Ouais. C'est quoi pour les gens qui nous regardent ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait le trading algorithmique ou le trading automatique ? Bah, c'est juste que tu vas voir quelque chose sur le marché et tu vas essayer d'optimiser, ça c'est encore plus simple maintenant avec l'IA, les paramètres sur cette chose que tu as remarqué. Moi par exemple, j'ai vu que sur Bitcoin, on fait un écart qui est plus souvent réalisé que les autres écarts. Tu vois, genre, je dis une bêtise, j'invente, Bitcoin fait en moyenne plus 1,5% ou moins 1,5% tous les jours. Okay. Et ben, je vais faire un algo qui va, je sais pas, acheter le matin et dès qu'on touche 1,5%, je revends parce que ça va être là où on va avoir ma moyenne et donc on va peut-être être un peu en dessous. Je dis n'importe quoi, tu vois. Et tu automatises ça parce que du coup, ça t'évite de faire des erreurs humaines, tu vois. Genre, là, tu vois, on réfléchit. Et j'ai peur parce que je sens que je peux faire des conneries à loquer une partie de ce spread parce que j'ai fait 16%, c'est vachement bien. Et je pourrais me dire, bah, j'achète pour 30% de mon capital en Bitcoin et du coup, je m'assure 5% de surperformance. Okay. Mais du coup, en faisant ça, bah, là, tu n'es plus dans de l'algo et je les revends quand et si ça baisse. Ouais. Et c'est le premier pas où tu vas faire des conneries, tu vois. Là, on va réfléchir en fait à peut-être trouver quelque chose de systématique pour loquer des spreads sur certains moments. Mais je peux pas te dire, là, on est en pleine réflexion. Okay. Parce qu'on a fait une belle performance, mais tu vois, si demain Bitcoin il fait x2 en quelques jours, bah moi, mon petit écart, je vais sous-performer le marché, tu vois. Donc j'ai peut-être intérêt à loquer une partie de ma surperf. Okay. Voilà, mais là, je suis en stade de réflexion, donc je peux pas te donner d'éléments précis. Mais en tout cas, on sent qu'on n'est pas loin de faire une connerie parce qu'on arrive dans de l'intervention humaine. Ok, et c'est toi qui développes tes propres algorithmes, du coup ? Alors moi je les pense et après Anthony qui bosse avec moi qui est ingénieur et lui était trader chez Air Liquide avant, c'est lui qui développe tout. Ok.
Et en fait, bon, vous êtes deux, vous êtes associés. Moi, ce dont j'ai un peu peur aussi, c'est que tu vois, il y a des gens qui vendent des algorithmes de trading à des débutants, que ce soit des débutants en crypto et des débutants en trading. Moi, je vais te dire, j'ai un pote de mon groupe, du lycée, qui ne connaît absolument rien à la crypto, qui a donné genre 5000 balles à un gars qui lui a dit qu'il avait un bot de trading. Alors, il ne s'est pas encore fait scam, mais je ne sais pas Oui. quand ça arrivera, mais très certainement bientôt. Est-ce que tu conseilles, je veux dire, moi c'est pareil, tu vois, j'ai beau avoir une bonne connaissance du marché crypto et de la crypto en général, j'ai pas une si bonne connaissance que ça du trading, pour être honnête. Est-ce que tu me conseillerais d'aller et d'essayer de dev un bot de trading ou d'aller mettre de l'argent sur des bots de trading, ou est-ce que au contraire tu le conseilles à des gens qui comme toi sont professionnels dans cette activité? Bah alors moi je l'ai fait parce que principalement j'aime beaucoup me connecter aux événements, j'aime bien sentir un peu cette hype, tu vois, comme on a moins les courtiers, même si avec le mien j'ai quand même un peu d'infos sur ce qui se passe, tu vois, en OTC. Après je suis pas non plus très gros donc j'ai pas non plus énormément d'infos, mais j'en ai un peu. J'aime bien aller aux events, tu sens un petit peu les protocoles, qu'est-ce qui se passe, qui discute avec qui et tout, tu vois. Donc ça j'aime bien, et du coup quand je fais ça je fais pas de trading. Euh, Donc voilà. Et tu vois, tiens, pour revenir sur la partie algorithmique, on a eu un petit bug il y a quelques mois où en gros juste le robot n'avait pas acheté. Et donc du coup, je devais remplacer le robot, faire les trades à sa place. Et ben j'ai moins bien fait, tu vois. Et je sentais que je faisais de la merde en plus, ça m'énervait, tu vois. Alors que pourtant ce robot, c'est moi qui l'ai pensé. Ouais, donc oui. Donc tu pourrais le faire, en je fait. pourrais faire, mais j'ai pas réussi à faire aussi bien parce que j'étais là, ah vas-y, j'ai envie de gratter machin et tout. En tout cas, bah, j'ai underperform mon robot. Ok. Mais j'étais dégoûté. Mais je le sentais, hein. Enfin, Ouais. c'est très très dur de faire beaucoup mieux parce il est trop précis et il gère vraiment bien sur ce qu'il fait. Et après, sur ces algos, c'est juste demander des performances. En plus, ça se voit les trucs qui sont cheatés, tu vois. Moi, en fait, j'ai tellement vu de stratégies maintenant que tu m'en envoies une, je vois tout de suite si c'est de la BAM. Ok. Déjà, tu regardes sur quel exchange j'ai fait ou sur quel courtier. Tu vois un petit peu les effets de levier qui sont mis, la durée des positions et les track records, ça se voit tout de suite s'ils sont falsifiés. Sachant que, en plus, les mecs sont même pas forts parce que tu vois, ça je le voyais beaucoup en trading classique avec MetaTrader. C'est très facile de faire un vrai faux. Et là, après, c'est avec des indicateurs que tu captes que c'est impossible. Ok. Mais donc, ouais, demander les track records. Et en vrai, maintenant, je le fais pense très rapidement. Envoyez-les-moi sur LinkedIn, je vous dis si c'est chelou ou pas. Ok, donc ce que tu conseilles, en fait, au final, c'est de pas y aller si t'es débutant. Je veux dire, moi, si demain tu m'envoies des track records, je saurais pas te dire si c'est chelou ou pas, tu vois. Donc, en fait, si je te connais pas, j'y vais pas. Non, ouais, je pense pas. Et surtout, les performances vont toujours être bizarres. Enfin, tu vois, regarde, je te dis, je bosse sur un truc, je suis à fond dessus, j'ai fait 16% de mieux que Bitcoin. C'est pas non plus de zinzin, tu vois. Ouais. J'aurais bien Oui, de dire oui. j'ai fait 160% de mieux, hein. Mais Et t'as déjà vu des gros, des algos, des bots de trading qui font beaucoup, beaucoup mieux qui surperfent de ouf Bitcoin? non, c'est difficile, hein. Ok. Et ça marche quand le mieux? Ça marche le mieux en bear market ou en bull market Bah, ça va ou en dépendre des algos. range? Moi, je marche bien en bear. Toi, tu marches bien en bear. Ok. Ouais. Bah là, t'es dans la merde alors. Enfin, j'espère. Non, non, bah parce que c'est pas non plus très boule, hein, en vrai. Ok. Tu penses pas qu'on est aux portes Bah, je réfléchis parce que je te dis, j'ai envie de loquer une partie de mon spread, donc je me dis, ça peut peut-être péter. Mhm. Mais je trouve pas qu'on est dans un bull market. Ok. Je suis assez d'accord. C'est pour le un coup. peu morose, tu vois. Ok. Avant de continuer cette super discussion avec notre invité, je voulais te partager un bon plan et comme par hasard, le sponsor de cette vidéo. Tu connais peut-être Bitpanda. Bitpanda est une plateforme européenne créée en 2014 à Vienne par Christian, Eric et Paul qui te permet d'investir très simplement dans plusieurs actifs. Effectivement, il possède plus de 3000 actifs différents, donc que ce soit des cryptos, des ETF,
des actions, des métaux précieux et leur mission est très simple, c'est rendre l'investissement accessible à tous. Ce que j'adore avec Bitpanda, c'est que vous pouvez investir à partir de 1 euro seulement et la plateforme est vraiment hyper intuitive. Donc pour démarrer ou pour diversifier son portefeuille, c'est génial. Je vous invite vraiment à utiliser le lien qui est en description car quand vous l'utilisez, vous avez un bonus de bienvenue de 50 euros. Et en plus sur Bitpanda, il n'y a pas de frais ni de retrait ni de dépôt. Donc, ça peut vous permettre de soit diversifier votre portefeuille, soit de commencer à utiliser une nouvelle plateforme. Et moi, ça soutient mon travail et ça soutient la chaîne et toutes les vidéos que je fais gratuitement. Sans plus attendre, nous retournons à notre discussion avec notre invité. Alors, petite pause. Tu vas comprendre pourquoi. Je t'explique. Depuis le début que je suis dans la crypto, j'ai mis ma famille dans les cryptos. Je leur ai fait acheter du Bitcoin, de l'Ether, etc. C'est assez marrant d'ailleurs. Et donc, il y a une personne de mon entourage qui s'est mis dans le trading. Alors, je ne sais pas exactement s'il trade, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très carré, organisé, qui apprend pour le moment. Et donc, j'ai demandé à cette personne, qui était aussi débutante, de nous poser en fait des questions qu'il aimerait bien, dont il aimerait bien avoir la réponse. Je vais te les faire écouter, je les ai en vocal. Et comme ça, tu vas me les répondre et je vous les remettrai bien sûr en vocal dans la vidéo pour que vous puissiez tout entendre. Ok, si tu veux, pendant que tu cherches, je peux donner un petit tips. Tu vois, un des trucs qui m'avait fait tilter parce que j'étais à 2 doigts d'aller sur FTX, surtout qu'en plus, ils allaient nous offrir des places de F1. Okay. Parce que tu te souviens, Crypto Farmer et tout, il avait été invité et ça m'avait trop chauffé. Et j'allais ouvrir le compte. Et quand j'ai vu la banque dépositaire, et ça, vous pouvez le retrouver parce que je m'en souviens, c'était une banque grecque bien chelou, tu vois. Okay. Et ça, j'avais pas envie de mettre mes sous. Et ça, très souvent, bon, si c'est de la crypto et qu'on dit, envoie sur un wallet, ça, tu peux pas le voir. Okay. Mais quand vous envoyez des euros, du coup, pour n'importe quoi, regardez quelle est la banque dépositaire. Si c'est une banque bizarre, déjà qui est hors Union Européenne, faut pas y aller. Et si c'est des pays de l'Union Européenne qui sont pas très clean, n'y allez pas parce que c'est un des trucs les plus compliqués. Parce qu'en fait, un jour, j'ai failli bosser pour un scam, mais je le savais pas. Genre, ils voulaient me prendre à l'analyse, donc tu vois, il y avait pas de truc de trading. Okay. Et donc, je me renseigne, la boîte, machin, je regarde et je vois qu'ils ont des problèmes en fait pour trouver une banque pour recevoir l'argent des clients, tu vois. Mais est-ce que c'est pas, tu vois, l'autre fois j'avais fait un épisode avec Claire Balva, ouais. Je vous le mets très juste ici d'ailleurs pour ceux qui veulent le voir, sur les banques et la crypto, et genre, apparemment il y a plein de banques qui détestent la crypto et c'est difficile de trouver une banque, même dépositaire pour tes clients. Ouais, mais donc du coup, si ta banque elle t'accepte, ça veut dire qu'en général c'est une bonne banque, tu vois. Genre elle a bien fait son taf. Après t'as des banques cheloues, mais tu vois, si la banque dépositaire elle est bizarre, c'est que ça pue, tu vois. Okay. Parce que t'as des... Du coup, ça, je l'ai appris en faisant les entretiens avec ce scam, parce que tu sais, c'était un peu en mode start-up, tu vois. Donc, j'ai pas bossé avec eux, mais j'étais avec eux dans les bureaux, j'avais envie de comprendre et tout. Et t'as des banques spécialisées dans le scam. Et en fait, elles passent leur temps, elles durent 6 mois et elles ferment. Et c'est-à-dire que même eux, je les voyais, ils flippaient que leur scam se refasse scammer par la banque. Tu vois, parce que c'était que des banques cheloues qui étaient prêtes à les accepter. Et donc, tous les 6 mois, t'avais un gars du coup dans la boîte qui passait son temps à voyager simplement pour trouver de nouvelles banques. Et tous les 6 mois, ils changeaient de banque. C'était là, franchement, faut qu'on vire l'argent, ils vont se barrer avec le nôtre. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est véridique. Incroyable. Ok, je regarderai, tu vois, parce que pour le coup, en plus, j'ai fait plein de virements sur Binance, sur Bitpanda, sur Swissborg. Et c'est des banques bien. Après, sur ça. Oui, voilà, c'est des exchanges qui sont régulés aussi, qui sont PSAN. Mais du coup, j'ai jamais fait trop attention à ce truc-là. Je regarderai. Je te fais écouter. Question pour Carla, pour le gars. Est-ce qu'il y a une stratégie en particulier à adopter ou est-ce que toutes tes stratégies sont valables à partir du moment où tu les appliques correctement et donc que tu vérifies que tu as un bon mindset, quoi. C'est-à-dire que tu as la force de bien rentrer et sortir quand c'est prescrit par la stratégie. Voilà, ça c'est la première question. Alors je te laisse répondre déjà peut-être à la première question. Ouais, je dirais... le mieux, c'est d'aller sur de l'algorithmique. Hein. Comme ça, t'as pas le mindset. Hein, ça applique tout seul. Sinon, déjà, il faut prendre des stratégies qui sont en accord
avec notre personnalité, tu vois. T'as des gens qui aiment le risque, t'en as qui aiment pas le risque. Faut pas se forcer à aller dans quelque chose qu'on connaît pas. Et au début, apprenez, vous avez des comptes démo pour ça. Et faites pas un compte démo 15 jours, bossez dessus, quoi. Enfin, en vrai, quand t'es reçu dans un hedge, dans une banque et tout, tu trades en démo pendant des mois, hein. Ok. Genre, ils vont pas te donner de l'argent comme ça. Genre, c'est dur à gagner de l'argent, tu vois. Et faut savoir que là où tu as une vraie pression sur les traders aiment beaucoup dépenser de l'argent, tu vois. Genre, ils claquent. Jamais vu de gens qui claquaient autant, tu vois. C'est vrai. Ils sont tous à crédit. Et c'est-à-dire que s'ils ne touchent pas leur bonus, ils partent pas en vacances. Ils payent pas le crédit de la maison, ils payent pas le crédit de la voiture. C'est des fous, tu vois. Franchement, j'en ai pas vu un seul qui était pas à crédit de zinzin, tu vois. Ok. Donc, ils ont besoin de leur bonus, tu vois. Et si ils ont pas ton bonus à cause de toi, t'es finito, tu vois. Donc, t'as cette pression qui est une bonne pression, tu vois. Et j'ai l'impression quand les particuliers traitent, ils font ça un peu à l'arrache et tout. Traitent comme si tu jouais ta vie, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, si tu joues ta vie, tu fais pas n'importe quoi. Donc, tu mets pas trop d'effets de levier. Si possible, t'en mets pas. Moi, tu vois, ma stratégie, j'en mets pas. 0. Et j'ai décidé, Bitcoin est un actif qui, à long terme, va augmenter. Donc, je ne le vends pas à découvert. Je l'ai fait une fois. Voilà, ça m'a coûté 50 000 balles. Merci, tu vois. Donc, Ok. plus ou moins ce que j'avais gagné sur le présidentiel. Parce que je t'ai dit, j'ai commencé petit à petit. Et il faut arrêter d'être orgueilleux, tu vois, sur « Ah, je veux tout de suite commencer avec beaucoup. Gagne déjà avec petit, ce sera très bien. » Ok. Et donc, toutes les stratégies se valent au final. Dans le sens où il faut trouver celle qui te correspond. Je sais pas comment te dire, tu vois, mais j'ai vu beaucoup de plus ou moins traders à côté de moi qui avaient tous des stratégies différentes. Il y en avait qui regardaient certains indicateurs, tu vois. Il y a notamment, je sais pas, Ishimoku, tous les trucs comme ça. Il y a d'autres gens qui tradaient juste sur de la price action. Je sais pas si je le dis correctement, parce que moi, je n'en ai jamais fait, mais en fait, chacun a un peu sa stratégie. D'autres qui regardent le mouvement des whales, d'autres qui tradent avec des bots, d'autres... Enfin, chacun a la sienne, en gros. Est-ce que toutes les stratégies se valent ou est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, Alors, tu vois ? Tout se voit un petit peu, faites juste des statistiques et regardez comment ça marche. Ça, le truc, c'est que les gens font pas de statistiques. Télécharge les datas et fais tes stats. Et tu vois combien de temps ça marche. Et après, tu vois si, dans le futur, ça continue de marcher. Parce que c'est pas parce que quelque chose est vrai aujourd'hui que ça sera vrai demain. Après, ce que je peux dire, c'est qu'en salle de marché, les indicateurs sont très très peu utilisés. C'est vraiment un truc de sales. Pour moi, les indicateurs, c'est Carla, tu dois vendre ce produit-là, tu te démerdes, tu me trouves les indicateurs qui vont te dire que ça pump. Ok. Vraiment, j'ai vu très peu de traders utiliser des indicateurs. Et quand j'ai vu des indicateurs, les moyennes mobiles, ça s'est vraiment utilisé en salle de marché. Et après, tu vois, comme ça, je pourrais même pas t'en citer d'autres. Les mecs, ils ont juste graphique, ils ont pas des trucs de fou. Hein. Ok. Ah, c'est ouf, en vrai. Ils le sentent, quoi. C'est pas ça, mais tu sais, vraiment, c'est ça. En gros, souvent, t'as ta pile, l'analyste, t'as fait tout un truc, tu t'en tapes, tu lis juste l'abstract de une page. Après, tu fais ta colonne de plus et de moins. Après, tu sens un petit peu de marché, tu regardes ton graphique, t'as les courtiers qui disent « Ouais, aujourd'hui, ça achète pas mal, ok, c'est bullish. » Et après, go, quoi. Donc, dans la crypto, plutôt... Donc, il n'y a pas de courtier, ça marche un peu différemment qu'en salle de marché. Mais en gros, toi, tu dis regarder aussi beaucoup, étant donné qu'il n'y a pas de courtier et que c'est plus quelque chose qui est limite tradé par des particuliers. Limite, regarder Twitter, ça peut servir de... Ouais, ça donne un petit sentiment. Pour avoir un sentiment de marché et puis après faire en fonction de ce qu'on voit sur le graphe, quoi. Ouais, mais il faut le stater. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est pas parce que genre à chaque fois que tu te connectes et que tu fais à l'arrache et que tu as remarqué un truc que ça marche que tu l'as vraiment staté. Okay. Genre vraiment, c'est là où en fait l'algorithmique est super fort. Parce que lui, il va faire systématiquement, tu vois. Et mon algo, il traite quand je dors, il traite quand je suis là, tu vois. Et prenez vos datas et regardez vraiment ce que ça fait. Et pas genre, mais quand je me connecte vite fait entre deux games de League of Legends, tu vois, j'ai remarqué qu'il y avait un truc. Tu vois, c'est le truc, c'est que, et c'est pour ça que je suis allé sur les cryptos, c'est que pour moi, c'est plus simple. Parce que je suis avec des adversaires qui font n'importe quoi. Ok. Merci le retail pour Ben. Donc, c'est ça le truc. Et tu vois, c'est là que j'aime bien capter ce genre de méta. Je pense qu'il y aura une méta là sur ces nouveaux stablecoins. Ok, super intéressant. J'aime bien mouiller en tout cas. Si j'ai tort, tant pis. Je l'ai déjà dit, je vends des bitcoins à 35 000, je l'ai dit partout. Je me suis fait exploser. Mais tu vois, c'est pas grave, j'avais mon stop loss à 50. Ouais. Aujourd'hui, je suis content, j'ai acheté 50, à 70, on est bon. Ok. Perdu 15 pour gagner 20. J'ai plus 5. C'est ok. Non, mais en vrai, tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et il faut pas avoir peur de se taper des stop loss. Et crois pas, je me suis fait exploser plein de fois, beaucoup d'argent.
J'ai mis du temps avant de le comprendre. Ok. Et c'est quand je suis passé en pro que je l'ai capté. Parce que je me fais tellement hurler dessus. Ça, le problème, c'est que les particuliers, t'as pas un boss, tu vois. Ouais, t'as pas. Ouais, c'est un peu ce que tu disais quand tu disais tu joues pas ta vie, entre guillemets, tu joues pas ton Ouais. boulot. T'as moins d'enjeux, je pense, quand t'es particulier. Parce que bon, après, des fois on dit ça, mais quand même, ils perdent tout. Il y a des gens qui perdent tout leur argent dans le trading. Hein. Mais genre, qui Ouais. se mettent mais vraiment dans une misère pas possible pour perdre sur du trading, tu vois. Bah ouais, mais ils font ça n'importe comment. Ouais. C'est dommage. Mais en tout cas, servez-vous de cette vidéo. Juste, allez-y tranquillement, petit à petit. Et il n'y a pas de honte, en fait. Je te fais écouter la deuxième question. Go. Une question, c'est qu'est-ce qu'il peut nous dire à propos de la manipulation des cours? Parce que, bon, la théorie, c'est l'offre et la demande qui font le prix. Mais bon, dans les faits, c'est pas ça. On voit bien que les cours sont manipulés par soit des institutions, soit des baleines, notamment sur les futurs, afin de prendre les stops, enfin de prendre de générer de la liquidité et puis après de la prendre. Et bien sûr, ça influe sur le prix, sur le spot. Alors, est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'il est au courant en tant que professionnel dans une boîte qui faisait du trading? Est-ce qu'il avait connaissance de ça? Est-ce qu'il faisait ça? Tu vois? Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Merci. Alors, faut savoir déjà, la manipulation, plus tu es sur un marché liquide, moins il y en a. Parce qu'il est beaucoup plus gros, tu vois. Ok. Donc forcément, sur la crypto, tu en as un petit peu. Difficile de faire quelque chose là-dessus. Après, tu as des indicateurs. On parlait des tracking des whales et tout. Tu as pas mal de tracking on-chain qui te permettent de regarder ça. Les marchés sont manipulés, mais parfois, le manipulateur est manipulé lui-même. Faut pas savoir que... Enfin, en gros, quand tu as une information, par exemple, comme un délit d'initié et tout ça, j'ai envie de dire, nous, on n'est pas non plus très gros dans le marché. Si ça arrive à nous, c'est que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes avant, tu vois. Mhm. Donc, faut pas croire que ce soit si simple. Et même, parfois, j'avais vu sur des assets, ouais, je peux le dire, c'était il y a plus de 10 ans, sur des actions, tu vois, où tu pouvais avoir... je connaissais un trader qui achetait en soum-soum pour le PDG de la boîte, tu vois. Genre, ils étaient potes. Ok. Il achetait des actions pour son pote et après, il se démerdait en cash, tu vois. Et bah, ça t'est arrivé où des fois, il se plantait parce que le CEO, il avait une mauvaise information. Et il y avait d'autres gars qui avaient l'information avant, tu vois, genre au niveau comptable et tout ça, tu vois. Et le temps que, en fait, la chaîne de transmission n'était pas bonne. Ok. Donc, c'est pas non plus si simple. Il y en a, mais parfois tu peux te faire exploser. Et comme tout, c'est une gestion du risque. Bon, là, c'est illégal, donc faut pas le faire. Mhm. Mais sur la crypto, c'est pas illégal, tu vois. Enfin, Mais bien sûr que si, c'est prison directe. C'est juste que c'est pas beaucoup appliqué. Mais si t'es c'est pas du tout appliqué. Enfin, le nombre, mais franchement, le nombre d'infos, on va dire. Et encore que moi, je suis toute petite, tu vois. Oui. Genre j'ai à peine une chaîne YouTube. Et pourtant, il y a plein de choses que j'ai su avant. Et je te parle pas de tout ce qu'on m'a raconté et de Oui. tout ce que des gens ont su avant, tu vois, que ça sorte. Donc, c'est quand même... Enfin, en vrai, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est du délit d'initié, mais c'est juste que comme on n'est pas sur un marché qui est régulé, entre guillemets, enfin, en tout cas, pas autant que le marché tradit, bah, du coup, on le considère pas comme ça, mais... Si, c'est légal. Hein. Illégal, 100%. Ok, À ton avis, pourquoi il y a eu des perquis chez Binance? Hein? ok, intéressant. Mais du coup, en fait, quand on voit des whales, parce que c'était un peu ça la question, c'est est-ce que, genre, le marché est manipulé et est-ce que, genre, parce que tu as, toi... un gros volume où tu peux avoir un impact, tu peux manipuler le marché. Alors, moi, je peux pas le faire sur Bitcoin. J'ai déjà fait sur d'autres assets. Ok, donc toi-même, tu as déjà manipulé le marché. Mais pas volontairement. C'est genre juste, je sais que j'ai un impact sur Mais quelques secondes à une minute. tu aurais pu le faire volontairement. Non. Bah, j'ai déjà un peu spoofé, mais tu vois ce que c'est? Mais Oui. en gros, c'est quand tu mets des faux ordres pour bloquer certains niveaux, tu vois. Mais ça, tu peux le faire en gros dans la limite qui t'est autorisée parce que le spoofing, c'est illégal, Mhm. mais il faut que tu prouves que tu spoofes, tu vois. Ok. Donc, tu sais que tu as une banque. T'as une marge. Ouais. Et il faut bien utiliser ta marge. Mais sinon, non, regarde, le mec, il y avait un gars là, tu sais, d'OpenSea, genre, j'invente, mais c'était genre le chef du marketing qui savait avant les collections qui allaient faire des trucs, tu vois. Ok. Et il avait fait un paquet de thunes, il est en prison. Hein. Ok. Ça, vous pouvez retrouver, tu mettras l'article en Ouais, post-prod. je le mettrai en description.
Ok, intéressant. Donc au final, toi, tu penses qu'il n'y a pas tant de manipulation de marché que ça au final dans la crypto? Il y en a. Je pense que, tu vois, c'est comme quand il y avait beaucoup de manipulations sur le pétrole dans les années 2010. Ça va prendre son temps, mais tu vois, sur ça, c'est 10 ans de prescription. Donc, à mon avis, il y a un paquet de mecs qui vont se taper en tôle, notamment aux US, je pense. Parce que nous, tu vois, on est un peu plus gland, donc ça va être plus dur de... Enfin, tu vois, en Union Européenne, on fait plein de lois, mais on a du mal à les appliquer. Mais t'as des mecs qui vont aller en prison, c'est sûr. C'est juste ça va prendre un peu plus de temps. Ok. Ah non, mais moi, je fais jamais ça. Ça vaut pas le coup, en fait. De toute façon, je suis pas à un niveau où j'ai les informations pour que ça vaille le risque. Donc, Ok. Et tu suis l'activité de ce qu'on appelle les whales on-chain? non, parce que je fais plus que du Bitcoin maintenant. Ok. Donc, ça m'intéresse pas trop. Mais quand je faisais... Il y a eu un moment, j'ai fait pas mal de meme coin, ouais. Et je le faisais aussi sur les tokens, les fan tokens. Ça marchait bien, ça. Mhm. De suivre quel whales acheter, Savoir un petit peu comment bougent les bagues. Mais surtout, moi, j'aimais savoir la géographie des bagues. c'est-à-dire? Savoir si c'était des Asiates qui achetaient ou pas. Parce que eux, quand ils achètent vraiment. Ok. Notamment sur les fan tokens. La Corée, c'est bien actif. Et tu vois, quand tu as de l'activité on-chain de wallets qui sont tagués coréens, en général, ça pump bien. Comment ils sont tagués coréens Bah, parce que tu vois sur quel exchange ils vont après. Ok. Pas bête. Ok, marrant. Alors, il n'y avait que 3 mythes pour cette vidéo, parce qu'en fait, il y en avait trop de mythes dans le trading. En fait, il y en a vraiment, il y a plein de préjugés, mais enfin, j'ai demandé à des gens, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des vidéos, et il y avait plein de préjugés autour du trading. Du coup, le mythe numéro 4, j'ai décidé de te faire genre tout un tas de questions, mais enfin, un tas d'affirmations. Donc chaque fois, je vais essayer de te lire le plus vite possible l'affirmation. Oui. Et toi, tu vas essayer de répondre oui, enfin vrai ou faux, le plus vite possible aussi. Ok. Sauf si vraiment tu veux t'arrêter sur une question pour raconter une anecdote ou quoi. Sinon, on va essayer d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et tu réponds du tac au tac sur ce que tu penses. Ouais, je suis là. Ok, t'es ready? Ouais. Le trading crypto est purement basé sur la chance. Faux. Le trading algorithmique garantit des profits constants. Faux. Il faut être un expert en mathématiques pour réussir dans le trading. C'est mieux. Plus le levier est élevé, mieux c'est pour les gains. Faux. Tous les traders professionnels gagnent de l'argent. Faux. Les marchés crypto ne dorment jamais, donc on peut trader 24/24. Vrai. L'analyse technique est une perte de temps, seul le flair compte. Ça dépend de la méta. Il est possible de perdre de l'argent avec les bonnes stratégies. Oui. Les émotions affectent les décisions de trading. Oui. Les stop-loss sont inutiles et limitent les gains. Non. Copier les stratégies des autres est toujours une mauvaise idée. Ça dépend. Le trading de crypto est plus compliqué que celui des actions. Faux. Il suffit d'avoir un capital important pour réussir en trading. Ça dépend du marché. Les indicateurs techniques fonctionnent bien. Faux, mais c'est personnel. Tous les traders doivent suivre les mêmes techniques et outils. Faux. Les nouvelles jouent un rôle très important dans le prix des cryptos. Ça dépend de la méta. Les plateformes de trading centralisées sont toujours sûres. Faux. Le timing parfait existe dans le trading. Faut de la chance. Trader des altcoins est toujours plus rentable que le bitcoin. Faux. Plus une stratégie est complexe et plus elle est efficace. Faux. Se diversifier est essentiel. Faux. Le trading est facile à apprendre et maîtriser rapidement. Moi, je dirais... il faut 6 mois, quoi. 6 mois minimum? Ouais, pour être bien, 6 mois, c'est bien. Ok. Mais 6 mois où tu travailles bien, tu vois. Pas n'importe quoi. C'est pas genre, t'es en caleçon et tu vois. C'est ça, le truc. 6 mois en full time, quoi. 6 mois, mais en full time tranquille, tu vois. Tu bosses 2 à 4 heures sur des horaires où il y a du volume. Tu fais ça bien. Et surtout, tu fais des statistiques sur ce que tu récupères. Ok. Et après, tu vas travailler sur ces mêmes volumes horaires. Enfin, genre, tu vois, si tu bosses à l'ouverture américaine, tu vas trader là-bas et tu vas pas te dire « Oh, tiens, je m'ennuie un peu, Carlita, elle est en retard, je vais trader à 20h, tu vois. » Bah, non. Ok, intéressant. On peut devenir riche du jour au lendemain en tradant de la crypto. Oui. Les fees des plateformes n'ont aucun impact sur les gains. Non. Le marché ne suit jamais de cycle répétitif. Oui. Tu penses que le marché ne suit jamais de cycle répétitif? Ouais, je suis pas très, très fan. Tu n'es pas fan de la méta, de tout ce qu'on dit que le marché des cryptos est un cycle? Non.
Ok, intéressant. Trader avec un petit capital ne mène jamais à de gros profits. Faux. Les ordres automatiques éliminent tous les risques. Diminue. Le day trading est la seule façon de trader en crypto. Faux. Les analyses de marché des influenceurs sont toujours fiables. Faux. On peut prédire à 100% les mouvements du marché avec des signaux. Faux. Les indicateurs de volume sont utiles pour le trading crypto. Vrai. L'investissement à long terme est différent du trading à court terme. Vrai. Les manipulations de marché sont un mythe. Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Ok. Utiliser l'effet de levier est toujours une mauvaise idée. La plupart du temps. Trader en groupe est plus efficace que seul. Vrai. Tous les brokers et exchanges ont des intentions honnêtes. Alors, moi, j'ai pas mal bossé avec des courtiers avant d'être trader. Du coup, je bossais en analyse chez des courtiers. Après les différents concours que j'ai gagnés, je suis parti à Londres parce qu'en France, quand t'as pas de diplôme, c'est compliqué, juste le bac. Okay. Et j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Et donc, il faut savoir que t'as deux typologies de clients. T'as les clients qui déposent peu d'argent et les clients qui déposent beaucoup d'argent. Et souvent, les clients qui déposent peu d'argent sont les plus relous. Ouais. Parce qu'ils vont te demander le plus de data possible, ils vont te demander beaucoup de ressources, tu vois. Et la ressource, ça coûte très cher, tu vois. Et il faut savoir que ça, c'est une moyenne qui est assez juste. En gros, quand un courtier fait $1 million de volume, parce qu'après, tu sais, il faut revendre tes positions, tu vois, tu gagnes $5. Donc, c'est pas Jojo qui fait des cryptos avec ses 500 balles qui va te faire gagner de l'argent, tu vois. Mm-hmm. Donc, tu peux pas le mettre sur le vrai marché. Et comme tu sais que les gens vont perdre 90% du temps, maintenant, vu qu'ils ont baissé l'effet de levier avec les SMAC, ils l'ont passé à 20, c'est 76% du temps, mais avant, c'était 95% du temps quand l'effet de levier était illimité. Donc, ça doit être à peu près ça sur les cryptos, vu qu'on peut trader en 200, 500 facile sur tous les exchanges. Eh bien, tu vas pas te couvrir contre ces clients parce que tu sais qu'ils vont perdre. Okay. Donc, eux, tu joues systématiquement contre eux. Et c'est là que tu as de la chasse au stop ou ce genre de choses. Parce que tu joues contre eux, tu as envie de les faire perdre. C'est ta seule façon de gagner de l'argent. Le client dépose 500 balles. Les 500 balles, tu peux être sûr qu'ils vont finir dans ton wallet à toi, tu vois. Quand tu as des gros clients, tu peux pas. Parce que si le gros client, tu lui permets aussi de faire du levier. S'il met du levier, il t'explose la boîte. Okay. Et tu vois, c'est ce qui s'était passé, si tu regardes janvier 2015, là, quand il y avait eu la crise du franc suisse. Le franc suisse était stable. Parce que à 1,20, la banque de Suisse, banque fédérale, la banque centrale, achetait à 1,20 pour refaire monter le cours et le maintenir à 1,20 contre l'euro, tout le temps. À une conférence, c'était totalement inattendu. Je m'en souviens très bien. En plus, j'avais pris un jour férié, tu vois. Donc, je vois le truc et tout. C'était complètement fou. Il stoppe ça. Et donc, du coup, le cours perd 30% d'un seul coup, tu vois. Okay. Et 30% sur du forex, quand tu as des mecs qui mettaient énorme. De levier en une seconde, 200, 500, tu as des mecs qui sont devenus, je m'en souviens, je bossais chez un courtier à ce moment-là, j'ai vu des mecs devenir millionnaires. Tu vois, la plupart de mes clients, en tout cas les petits, se faisaient tous déchirer. Et là, c'était la première fois que je voyais des mecs, en gros, qui avaient déposé 500 balles, qui se retrouvaient avec des 1 à 10 millions. Ok, énorme. Et du coup, si tu regardes un des courtiers qui est mort, FXM, ils sont morts à cause de ça, parce qu'ils jouaient contre leurs clients. Mais quand tu as un gros client, du coup, tu peux pas faire ça, parce que sinon ta boîte, elle peut sauter du jour au lendemain. Donc lui, tu vas te couvrir et tu vas te toucher $5 du million qu'il trade. Donc il faut qu'il trade un paquet de millions. Et donc là, c'est pour ça que tu lui proposes. Donc moi, j'étais analyse en gros pour ces grosses baleines dans des banques anglaises qui étaient français. Ils n'avaient pas de mecs qui parlaient français, donc c'est moi qui m'en occupais. Okay. Et donc, je devais, à minima, qu'ils ne perdent pas d'argent et au mieux qu'ils en gagnent et qu'ils fassent tourner leur capital le plus possible pour rembourser mon salaire derrière. Parce qu'à $5 le million, enfin, tu vois, même si tu n'es pas payé cher, à ce moment-là, j'étais très bien payé jusqu'à la fin. Après, il y a eu des régulations en 2018 et c'est pour ça que je suis parti sur les matières premières. Mais il faut que ça trade un paquet de millions, tu vois. Okay. Et c'est pour ça, donc oui, sur les petites sommes, en fait, c'est obligé de jouer contre tes clients parce que c'est pas rentable sinon. Et après, là où tu as plus ou moins d'honnêteté, si vous allez chez les gros courtiers qui sont cotés en bourse et tout ça, tu n'auras pas de problème, tu vois. Si tu vas chez des petits courtiers, toujours regarder la banque dépositaire quand elle est bizarre, tu peux être sûr qu'ils jouent contre toi. Alors, ça va pas être de fou, mais imaginons, il y a une mèche, je sais pas, le produit, il monte à 150. Et tu sais que la plupart de tes clients, ils sont vendeurs, tu vas la faire monter jusqu'à 155. Et c'est ce qu'on appelle le A-book et le B-book. Le A-book, gros client, eux, on les met sur le vrai marché, on leur donne la bonne cotation. B-book,
les petits clients, on manipule le marché en fonction de l'open position. Donc si les clients sont plus vendeurs, on va faire plus monter si ça monte. Et si ça descend, on fait un petit peu moins baisser. Et inversement. Putain, c'est ouf. Donc au final, l'honnêteté, c'est pas forcément... C'est pas rentable. Ok. Il suffit d'une seule bonne transaction pour changer de vie. Oui, mais ça s'appelle de la chance. Le trading crypto est plus facile que le trading de matières premières. Ah, mais je suis allé vraiment loin sur le trading de matières premières. Ça dépend pour qui, peut-être. Ouais, non, pour ce que je faisais avant, on était vraiment trop chaud. Donc, Ok. mais voilà, je dirais, ça dépend, mais... Ça dépend des personnes. Ouais, moi je trouve que le trading de matières premières, c'était quand même plus simple. Mais après, j'avais une équipe de fous, franchement. Oui, parce que tu étais dans une société pour un particulier. Peut-être que le trading crypto serait plus simple que le trading Oui, de oui. matières premières. Oui, oui. Ok. Il faut absolument suivre toutes les annonces économiques. Non, mais il faut avoir une idée de ce qui se passe. L'analyse fondamentale n'a aucun sens pour le trading crypto. Faux. Et ma dernière question, quel est ton coin préféré Bitcoin. En ce moment. en Mais ce c'est moment? pas en mode pour faire genre le Bitcoin maxi, tu vois. Parce que Ok. j'ai pas toujours dit ça. Ok, oui, c'est vrai, je sais très Ouais. bien que t'as pas toujours dit ça. C'est pour ça que ça m'étonne que tu arrives avec Bitcoin aujourd'hui, parce que Ouais. je sais que tu étais très dans les mêmes coins à un passage. Ouais, À j'ai un fait moment beaucoup donné. fan token, beaucoup memecoin. Et c'est juste aujourd'hui, j'ai fait le shift et j'ai très bien fait. Ok. Je vois pas de proposition de valeur mieux que Bitcoin aujourd'hui. Mais ça peut changer. On va rester sur cette phrase pour Ouais. finir. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire. On vous mettra tous les liens utiles dont on a parlé en description. Merci d'être venu Bah merci d'avoir été, c'était trop cool. et on vous dit à bientôt.